Le club de la presse d'Europe 1 reçoit ce soir l'islamologue Tariq Ramadan. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez comme égyptien par votre famille, suisse de nationalité, français de culture et musulman de religion. Vous avez 1 million d'amis sur Facebook, vous donnez des conférences dans le monde entier, mais en France, on vous reproche vos ambiguïtés, on vous soupçonne toujours de tenir un double discours. On pourra en juger ce soir. Je vous présente les grandes voix d'Europe 1, Tariq Ramadan, qui vont vous interroger. Arlette Chabot, Michel Cotta et Olivier Duhamel. Bonsoir les grandes voix. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tariq Ramadan, on a entendu votre réaction après les attentats de Paris, on va y revenir, mais on ne vous a pas encore entendu sur la une du nouveau Charlie Hebdo, celui qui est sorti mercredi. Est-ce que cette une vous choque ? Non, elle ne me choque pas. Elle est dans la ligne de ce que je connaissais du journal auparavant et ma position avant n'a pas changé après, à savoir que je pense qu'il faut absolument défendre la liberté d'expression. Je pense qu'ils ont le droit et il doit y avoir la possibilité de le faire. Je n'aime pas particulièrement cet humour-là. Je suis, comme l'immense majorité des Français avant ce qui s'est passé, un peu dubitatif sur la nature de l'humour qu'a produit Charlie Hebdo. Donc, mais est-ce que vous y voyez un signe d'apaisement de la part du journal avec ce titre au-dessus du prophète, tout est pardonné ? non, je ne pense pas que c'est le but. Le but, c'est de dire nous n'avons pas peur et nous allons continuer dans la ligne qui fut la nôtre avant les événements. Et donc, c'est comme ça que je le comprends. Et donc, je pense qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, qu'il faut qu'ils affirment ceci. Et la marche qui a eu lieu à Paris, c'est un peuple qui se lève pour dire il ne faut pas avoir peur. Et ça, je le soutiens. Il ne faut pas avoir peur. Il faut qu'ensemble, nous puissions dire ce droit à la liberté d'expression. Il faut le défendre. Maintenant, oui, je retiens que vous dites ils ont le droit de le faire. Ils doivent avoir la liberté, le droit, la bien liberté, sûr. le droit de le Bien faire. sûr, oui. Ça veut dire que l'interdiction qui est faite de dessiner, de reproduire le prophète ne s'applique qu'aux musulmans et pas aux non-musulmans. Oui, et de toute façon, De dessiner. à partir du moment où vous êtes dans la foi et la croyance, ça s'applique aux musulmans. On ne peut pas empêcher quelqu'un de pouvoir aller dans l'ordre de sa foi, lui. C'est-à-dire que moi, je ne bois pas d'alcool, mais il n'est même pas absolument possible d'interdire à quiconque de ne pas boire de l'alcool. Donc, ce sont des prescriptions qui sont liées à notre perception. Et donc, maintenant, ils ont le droit, ils doivent pouvoir le faire. Et je l'ai dit dès l'affaire Rushdie. Je fus l'un des premiers en Europe à dire ce n'est pas une fatwa religieuse, c'est une fatwa politique. Et donc, j'étais opposé à cette fatwa, comme j'ai été ensuite opposé à n'importe quel traitement, jugement, au procès contre la liberté d'expression. Dans tous les cas, tous ceux qui se sont passés, même avec Houellebecq, je pense qu'il ne fallait pas aller au tribunal. Il faut laisser la liberté d'expression s'exprimer, tout en disant, en tant que citoyen, que quand on a un droit, la pensée et la citoyenneté suppose qu'on a la responsabilité d'en faire un bon usage. Après, chacun fait comme il veut. Donc, ils ne commettent pas de sacrilège. Mais c'est commettre dans un sacrilège aux yeux des musulmans, mais aux yeux des musulmans, pour eux, on ne le fait pas. On ne rit pas du religieux comme on ne dessine pas le prophète. Et qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vous attaque sur ce que vous croyez ? Eh bien, vous prenez une distance critique en lui disant faites ce que vous voulez si vous pensez que telle est votre liberté. Et moi, j'ai la liberté de vous ignorer. Au fond, vous dites exactement Michel ce qu'a Cotta. dit le pape aujourd'hui, puisqu'il a dit si un grand ami parle mal de ma mère, il peut s'attendre à un coup de poing, c'est normal. On ne peut provoquer, on ne peut insulter la foi des autres, on ne peut la tourner en dérision. Au fond, c'est ça votre position. Non, pas tout à fait. Bon. Non, J'espérais bien quand même. Vous me faites dire quelque chose que je n'ai pas dit. Dites, et en l'occurrence, le pape dit on ne peut pas. Moi, je ne vais pas jusque-là. Il a une position d'autorité en disant sur le plan moral, on ne fait pas les choses. Je n'ai pas à m'exprimer de ce point de vue-là. Ce que je dis à quelqu'un, c'est qu'il peut le faire. Oui, mais vous tout dites ce que qu'il vous faut une pouvez... responsabilité, qu'il faut agir avec responsabilité. Ah ben, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, sinon vous êtes dangereuse. En principe, la liberté d'expression, sauf la loi, elle est tout à fait Mais la autorisée. liberté d'expression, c'est une liberté dont il faut toujours faire usage avec responsabilité. Sinon, nous sommes tous dangereux les uns pour les autres. Mais c'est Olivier là où Duhamel. il faudrait Il faut être définir plus la précis, responsabilité. voilà. Oui. Parce que là, vous avez l'air d'avoir comme position, si je comprends bien, que c'est la pleine liberté de Charlie Hebdo et qu'il faut la respecter. Et puis maintenant, vous dites la liberté d'expression, il faut l'utiliser avec responsabilité. J'imagine que vous ne qualifiez pas
leurs dessins de dessins responsables. Et puis dans l'interview que j'ai entendue de vous sur Mediapart, vous dites « Je suis pour le principe de la liberté d'expression, je ne suis pas pour son usage lâche ». Alors, vous êtes pour le principe, mais pas pour l'usage, pour la liberté, mais avec responsabilité, ou vous êtes pour leur pleine liberté, on n'y comprend plus rien. Moi, je ne comprends plus. Je vois bien, parce que la façon dont vous résumez ma pensée... Je cite, je ne résume pas, je cite. Non, vous résumez. Et vous résumez dans la confusion ce qui pourtant est dit dans la clarté. La clarté, elle est celle-ci. Du point de vue du droit, ils ont le droit. Du point de vue de l'usage de la liberté, personne ne peut les empêcher de dire ce qu'ils ont à dire. Et donc, ils ont le droit de le dire. Maintenant, en tant que citoyen, entre vous et moi, je suis dans un dialogue et je vous dis, votre droit, faites-en usage comme vous voulez, mais je pense qu'en tant que citoyen, vous devriez parfois avoir une réflexion sur l'usage de vos droits. Donc, c'est un usage civique du droit, et donc c'est autre chose, une autre discussion. Donc, ma position de principe, c'est qu'ils ont le droit et personne ne peut en faire la censure. J'espère que je suis clair. Voilà, ce que vous avez dit aussi. Mais c'était clair avant. C'est votre résumé qui était confus. Ce que vous avez dit aussi, c'est qu'à vos yeux, ces dessinateurs de Charlie Hebdo étaient des lâches. On va y revenir. Tarek Ramadan est l'invité du Club de la Presse. On va y revenir. Il va s'expliquer juste après une première pause. Le Club de la Presse d'Europe 1 reçoit ce soir l'islamologue Tarek Ramadan qui publie De l'islam et des musulmans. C'est son dernier livre aux presses du Châtelet. Tarek Ramadan, donc on parlait de votre réaction juste après les attentats. Je crois que c'était le week-end dernier. Vous étiez sur la radio suisse et vous avez condamné rapidement ce qui venait de se passer en France avant de revenir sur les dessinateurs de Charlie Hebdo et de les traiter de lâches. Je n'ai pas compris le terme de lâche. On peut traiter de lâche celui qui ne prend aucun risque. En l'occurrence, ils venaient de mourir tous. Comment peut-on les traiter de lâches ? Non, je pense que vous faites une erreur de chronologie. J'ai traité d'humour lâche ce qui avait été fait il y a, je crois, 3 ans lors d'une intervention que j'avais en face sur une chaîne française. Et on a repris ceci dans une interview de 2 minutes où on me rappelait ce que j'avais dit il y avait 3 ans. Non, moi je parle d'une interview en direct où vous étiez par Skype depuis Doha. C'était pas le week-end dernier, ça ? Oui, non, mais ce à quoi on faisait référence, c'est un propos que j'avais tenu il y a 3 ans en disant que leur humour était un humour de lâche. Je ne les ai pas traités de lâche, j'ai dit que c'était un humour de lâche. Et je m'étais expliqué à l'époque en disant qu'ils stigmatisaient systématiquement la même communauté, qu'ils avaient des traitements à géométrie variable, que quelques années auparavant, ils avaient renvoyé Ciné, qui avait fait une référence à l'affiliation juive du fils de Sarkozy, et que je trouvais qu'ils avaient une expression libre à géométrie variable. Et je disais, votre façon de stigmatiser cette communauté musulmane, c'est à bon marché et c'est lâche. Votre humour est un humour de lâche. J'entends bien, mais ce qui m'étonne, c'est que vous puissiez reprendre ces propos comme je vous ai entendu. Je vous ai entendu les reprendre je réexpliquais après les attentats. Je réexpliquais ceci, mais je ne change pas ma position. Je condamne ce qui s'est passé et j'ai une sympathie pour les familles des victimes et très profondément et de façon très sincère, ce qui s'est passé est inadmissible et à condamner absolument. Maintenant, vous ne pouvez pas, sur la base de ces actes, supposer que je vais changer mon analyse de ce qu'il faisait. Je vais dire que cette espèce d'effervescence nationale autour de Charlie, attention qu'on se mette bien d'accord, je ne suis pas Charlie au sens où je ne suis pas pour des slogans. Maintenant, si vous me dites que Charlie, quand on dit « je suis Charlie », on défend la liberté d'expression et on condamne le meurtre, alors oui, je soutiendrai ça. Mais s'il s'agit aujourd'hui de donner crédit à n'importe quel type d'humour, à n'importe quel type de production qui, avant les meurtres, se vendait à 60 000 exemplaires en France, eh bien je suis de l'avis de la très grande majorité des Français. Mais permettez-nous d'insister quand même, parce qu'une fois de plus, pardonnez-moi, mais ça n'est pas clair. C'est vos résumés systématiquement. Non, ce n'est pas clair quand... Ce problème du mot lâche que vous réutilisez, c'est-à-dire que vous réutilisez le mot lâche pour des gens qui ont risqué leur vie, qui savaient pertinemment, pour certains d'entre eux, qu'ils risquaient leur vie, qu'ils l'ont dit, et qui se sont fait tuer. Comment est-ce que vous pouvez utiliser le mot lâche ? Alors vous dites, je ne les traite pas de lâche, je dis c'est un humour de lâche. Dire que c'est un humour de lâche, excusez-moi, mais c'est les traiter de lâche. Non, pas tout à fait. Pas très loin quand même, hein. Non, ça, ce sont vos résumés. Vous avez une façon de résumer les choses qui n'exprime pas ce que je dis. On ne résume pas, on cite. Et quand on vous cite, vous dites, vous résumez. Monsieur, on cite, on ne va pas citer 3 phrases. Monsieur, en littérature élémentaire, la façon de citer est une façon de résumer. Donc, je vais redonner ma pensée dans son contexte. Sur le mot lâche. Oui, sur le mot lâche. Quand on s'en prend systématiquement à une communauté de la façon dont il l'est fait pendant des années, c'est un humour de lâche. Maintenant,
ces meurtres sont à condamner. Je n'ai pas... Ça, j'ai entendu. Non mais attendez, je ne vais pas dire que ce sont des gens courageux parce qu'ils sont morts de leur plume. Non, Ah je, bon non, je ne le dis pas. Comme vous ne pouvez pas le dire. Vous ne Moi, savez je pas le dis, je jusqu'à... le pense. Oui, vous le dites et vous le pensez à ce moment très précis de l'histoire. Je pense que quand, pendant des semaines, on fait vivre un journal qui était en perdition sur la base de la stigmatisation d'une communauté, de la façon dont il le faisait, Mais ça vous n'est savez, pas... ça, c'est la 4e fois que vous dites qu'il stigmatisait systématiquement Oui, la bien même sûr. communauté, ce qui est faux, excusez-moi. Mais regardez, et Dieu sait qu'il y a des catholiques qui s'en Dieu sont, sait. et c'est leur droit Dieu indigné, sait. Dieu mais sait. Dieu sait qu'ils s'en prenaient aussi au C'est aux pape, ils s'en catholiques, la prenaient preuve, aussi le aux pape, catholiques, oui. etc. Donc vous ne pouvez pas dire qu'ils s'en prenaient qu'aux musulmans, c'est juste faux. Non, C'est attendez, juste faux. attendez, qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Oui. Le Charlie Hebdo a une histoire. Et quand c'était Harakiri, c'était une chose. Quand les dernières années, c'était autre chose. Et je ne suis pas le seul à penser cela, monsieur. Ce n'est pas ma pensée. Il y a même des gens qui étaient des journalistes de Charlie Hebdo qui sont partis en disant qu'il y avait une tendance au racisme dans cette rédaction. Vous ne pouvez pas tirer par pertes et profits cette réalité-là, de dire qu'il y avait un humour à géométrie variable de l'intérieur de la rédaction. Des gens ont cessé de travailler dans cette rédaction. Il faudrait tout oublier. Ça arrive dans toutes les rédactions, pardon, mais ça arrive C'est dans toutes les exactement ce que je voulais dire. non, mais, Vous mettez vous de pouvez l'eau pas en dans mon tirer- verre. Vous pouvez pas en tirer comme conclusion qu'ils sont racistes, parce que Non, raciste, c'est attention, encore pire attention. que lâche, quoi. Non, quelque part. attention. J'ai dit que, moi, j'ai jamais dit qu'ils étaient racistes. Ce ne sont pas mes propos, ce sont des gens qui travaillaient de l'intérieur. Soyez très précis dans ma façon de le citer parce que je suis rigoureux de ma façon de m'exprimer. Donc, en l'occurrence, j'ai dit que certains de l'intérieur de la rédaction les ont traités de racistes. Je ne l'ai jamais fait. Moi, ce que j'ai dit, Mais vous le pensez ou pas? non, je ne le pense Ah, donc pas. vous le citez, ils ont dit ça, mais c'est pas parce que vous le pensez. Mais parce que je Vous n'en voyez, sais comme rien. vous n'êtes pas clair quand même. Hein. Non. Encore une fois, votre façon de répéter que je ne suis pas clair pour vous convaincre que je ne le suis pas ne me fera pas rendre ma pensée plus claire à force de la répéter. Donc je vais vous la crains que répéter ça quand ne même prenne pour pas qu'elle que soit très moi-même. claire. Ce que j'ai dit, c'est que cette rédaction, dans cette façon de traiter la question et de systématiquement... vous savez, il y a des propos qui ont pu faire mal et il y a des propos qui ont pu être répétés. Moi, ce que j'ai dit aux musulmans, qu'on soit clair, c'est de prendre une distance critique par rapport à cela et de dépasser ceci. Et j'ai débattu avec des journalistes. Je pense que cet humour-là n'était pas un humour élégant et je pense effectivement que cette façon systématique de s'en prendre aux musulmans de cette façon-là était pour moi, et je le répète, un humour de lâche. Maintenant, les faits qui se sont passés, ce sont des faits où ils ont été tués. Et à partir de ce moment-là, il faut faire une analyse qui soit une analyse rationnelle. Et cette analyse rationnelle que je fais, c'est que la condamnation de ces actes-là et la reconnaissance de leurs droits et de leur liberté est une chose, mais vous ne pourrez pas, cher monsieur, m'enlever de l'esprit et de l'intelligence la capacité intellectuelle de pouvoir mesurer le niveau de leur production. C'est un droit que j'ai et que vous ne m'enlèverez pas dans l'émotivité. Et c'est ce que Mais vous vous voulez. l'enlève En fait, tellement moins que vous êtes invité ici et qu'on vous écoute. non, cher monsieur. Votre façon de dire que mon propos n'est pas clair, c'est que vous me l'enlevez. Vous êtes en train de Dans un m'assigner. débat, si on n'a pas le Cher droit de dire à monsieur, quelqu'un que son non, propos n'est non, pas non, clair, non, parce c'est- qu'il est vous très n'avez pas le clair. droit, ça, Non, vous non, avez le parce droit que- de dire, mais s'il est très Vous- clair, ce que vous Cher cessez de monsieur, répéter. vous répétez systématiquement qu'il n'est pas clair et vous m'assignez à devoir dire il faut que je sois de leur côté pour montrer que je suis ouvert. Ben non, je fais la critique des Je deux. vous et assigne je- à rien du tout. Eh bien pourtant. Alors, Arlette Chabot. oui, je veux dire, vous parlez de la responsabilité personnelle. Quand on vous entend, effectivement, le mot lâche nous interpelle. Vous dites de façon intelligente parce que vous êtes intellectuel, sophistiqué, ce que certains disent de façon très simple. Au fond, ils l'ont bien cherché. Ah, pas du tout. Non. Vous voyez, j'ai un petit problème avec votre façon de traduire ma pensée qui est complètement à côté. J'ai dit ça. Donc je Vous dis ça. avez- vous Non, avez je n'ai entendu pas ça dit ça. Je dis que est-ce que c'est aussi éloigné de cette expression qu'on a entendue de la part de certains qui étaient effectivement choqués par les dessins de Charlie et qui, après cet assassinat, qu'ils condamnent, disent Alors, mais après tout, ils l'ont bien cherché. Madame Chabot, permettez-moi d'être encore plus clair. Celui qui dit qu'ils l'ont bien cherché est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, fait preuve de malhonnêteté, et sur le plan intellectuel et sur le plan du jugement moral. Puisque si vous condamnez ces actes-là,
il n'y a pas à bien le chercher. Rien ne justifiera jamais, dans mon esprit ni dans ma langue, le fait de pouvoir être assassiné pour une production humoristique ou pour n'importe quelle autre production. Il faudrait quand même que vous sachiez que j'ai pris des positions dans le monde majoritairement arabe, parce que je ne peux pas rentrer dans 6 pays arabes sur ces questions de la liberté-là. Donc il y a celui qui vient vers moi et qui oserait dire « ils l'ont bien cherché » ou qui réduirait ma pensée à quelque chose qui est si peu clair que je pourrais tendre vers ceci, serait quelqu'un qui serait dans la malhonnêteté intellectuelle dans le résumé de ma pensée encore. Donc je n'y ai pas pensé ça. Là, c'est clair. Est-ce que je suis malhonnête? Parce que ça c'était pas clair tout à l'heure encore. Vous allez me le dire combien de fois que c'est pas clair Quand je vous dis que c'est clair, vous n'êtes pas content. Non, mais parce que c'est pas mal. C'est très habile de dire 2 fois clair entre 2 pas clair. En question d'habileté, vous êtes le champion absolu, là, je vous le reconnais. Ah, ça c'est facile. Ça c'est un coup en dessous de la ceinture, mais je le prends comme il est. Est-ce que je suis malhonnête intellectuellement? Est-ce que je résume mal vos pensées si je vous dis que ce qu'on entend depuis le début de cette émission, c'est « je condamne, mais ». Moi, c'est ce que j'entends. Je condamne, mais... Non, la conjonction de coordination est fausse. Je condamne et j'ajoute un certain nombre de choses. Et je pense que vous, journalistes, vous feriez bien de faire en sorte de ne pas nous mettre, nous, les citoyens français ou les citoyens européens, en face d'une alternative, c'est et ou. Vous savez, George W. Bush a soumis les États-Unis à quelque chose qui était une horreur. C'est-à-dire qu'il a soumis les États-Unis dans l'émotion à « si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi ». Et ça a donné le Patriot Act et ça a donné ce que l'on voit encore aujourd'hui. Faites en sorte, s'il vous plaît, qu'en France, on n'en vienne pas là. Faites et mettez toujours la conjonction de coordination « et ». Il faut nous réconcilier avec la complexité et non pas nous imposer la simplicité émotionnelle. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira. C'est « et ». Et ce que je dis, c'est que donnez-moi le droit, en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, de pouvoir dire et d'avoir un jugement critique sur la production artistique des êtres humains, quels qu'ils soient, vivants ou morts. Vivants ou morts. Et de dire que je condamne ce qu'il est, le meurtre, c'est une chose, dire que je suis critique par rapport à leur production en est une autre. Et si vous mélangez les deux, vous n'aidez pas la France à se le relever. Vous donnez une impression d'unité dans l'émotion simpliste. Pour que les choses soient toujours claires. Pardon, Michel. Alors attendez, comme tout le monde a envie de parler, vous savez ce qu'on va faire dans ces cas-là. On marque une pause et on revient tout de suite avec Tarek Ramadan qui vient de publier De l'islam et des musulmans et qui est l'invité du Club de la Presse jusqu'à 20h. Et c'est Tarek Ramadan, l'islamologue, philosophe suisse, qui est l'invité du Club de la Presse ce soir face à Arlette Chabot, Olivier Duhamel et Michel Cotta qui vous pose la prochaine question. En lisant votre livre, on a l'impression qu'effectivement la clarté est très difficile parce que on a l'impression que souvent, c'est vous qui le dites, on emploie un mot d'une certaine façon alors que les musulmans l'emploient d'une autre façon, c'est le mot djihad. Par exemple, qui pour nous représente la guerre, et vous parlez de paix. Alors, finalement, il y a beaucoup de contradictions, de mésententes. Est-ce que ça peut s'arranger? Est-ce qu'on peut tomber d'accord sur certains mots? Est-ce que vous pouvez convaincre en disant, finalement, on ne dit pas les combattants djihadistes, les djihadistes, c'est la paix? C'est un tout petit peu plus compliqué que ceci, mais en termes méthodologiques, je commencerai avec ce que vous dites. Il y a un vrai malentendu terminologique. Et les premiers responsables de cela, ce sont les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il y a un certain nombre de termes sur lesquels il faut absolument s'arrêter et vis-à-vis desquels il faut donner des définitions beaucoup plus claires. Et je ne dis pas que le djihad c'est la paix, je dis c'est le chemin vers la paix. C'est-à-dire c'est la gestion des tensions. C'est un chemin compliqué, avouez. Mais tous les chemins vers la paix sont compliqués. Mais la complexité du chemin ne met pas en cause le fait qu'il y a un chemin vers quelque chose. Et donc, en l'occurrence, d'abord, même d'un point de vue personnel, on parle de djihad, c'est-à-dire djihad en-nafs, c'est la lutte avec soi-même, qui est le cheminement par lequel on va maîtriser les aspects les plus sombres de sa personne pour essayer de trouver la paix intérieure. Ça, c'est les traditions spirituelles. Et puis, dans la réalité du monde, il y a quelque chose qui est très, très important, c'est-à-dire le djihad. Il y a 80 occurrences du terme djihad dans les traditions. Et il y en a une qui réfère au qital, c'est-à-dire la lutte armée, et qui n'est permise en islam qu'en situation de légitime défense. C'est-à-dire que si vous m'agressez, je suis légitimé à résister. Et donc de ce point de vue-là, Mandela avait raison et il résumait dans sa formule quelque chose qui est tout à fait islamique. C'est l'oppresseur qui choisit les armes de défense, de la légitime défense de l'opprimé. Mais ça veut dire que vous pensez qu'il y a une incompréhension totale, finalement, entre les religions? Pas du tout. Est-ce que dans ce que je viens de dire, vous avez compris?
Oui, j'ai essayé. Non, Oui, vous êtes- je non, suis non. un peu lente, mais enfin, j'ai essayé. C'était pas Mais du essaye tout permis. tous, hein. Je vous prie de m'excuser si vous avez pensé que Je c'était vous en une prie, question. je vous en prie. Non, c'était pas une question sur votre Je n'étais pas vraiment intelligence. inquiète. Non. Non, c'était pas une question sur votre intelligence, c'était une question sur notre communication. Mm. Est-ce que ce que je viens de dire a été compris? À partir Absolument. du moment où ce que je viens de dire a été compris, c'est que c'est possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans un dialogue, où on est dans l'écoute, c'est possible, effectivement. Et là, nous avons à faire un travail. Moi, c'est ma responsabilité première. Moi, je suis né et j'ai vécu en Occident. Je suis un occidental, et je suis un Européen, et je suis un Suisse. Et en l'occurrence, de ce point de vue-là, j'ai une responsabilité majeure. Cette responsabilité majeure, c'est d'en faire en sorte que les termes du dialogue nous permettent une compréhension respective. Et si vous avez compris ce que je viens de dire, vous allez comprendre pourquoi, de là où je suis, je me situe dans la condamnation absolue des djihadistes, de l'extrémisme violent, en disant, eux, ne sont absolument pas dans la résistance légitime, ils sont dans l'imposition et sont dans le meurtre des innocents. Et c'est pour ça que dès les années 96, quand il y a eu des citoyens suisses qui se sont rendus en Égypte et qui ont été tués par des extrémistes violents, j'ai dit que ces gens-là étaient une trahison des valeurs de l'islam. Et qu'il fallait... C'était en 96. Alors, qui le déjà... trahit et qui le représente? Tariq C'est d'ailleurs une Ramadan, question que vous posez. Pour compléter ce que dit Michel, le djihad, et vous venez de le dire, c'est une légitime défense contre l'oppression. Donc le djihad est justifié, dites-vous, en Tchétchénie, en Afghanistan, dans les territoires palestiniens, contre l'État israélien, c'est ce que vous dites. En aucun cas, le djihad peut être justifié en France par la situation que vivent certains jeunes dans les banlieues? En aucun cas. Ce à quoi j'appelle les citoyens français, c'est un djihad contre la pauvreté. C'est un djihad contre l'illettrisme. C'est un djihad contre l'aliénation. C'est un djihad contre l'ignorance. J'ai lancé, il y a plusieurs années de cela, à l'île Maurice, un djihad contre la pauvreté. Vous savez, un tout petit peu dans les termes de l'abbé Pierre qui parlait de la guerre contre la pauvreté. Donc, ça, on peut le comprendre. Donc, on n'est pas loin. Ça, ce sont des choses qu'on peut comprendre. Mais il Donc, prend quelle l'idée- forme, ce djihad? Pardonnez-moi, il prend Pardon quelle forme? En aucun cas, Non, des actions absolument. violentes. Absolument pas violent. Non, c'est au contraire. C'est Donc, une. peut-être qu'il faut c'est- laisser tomber ce mot, tellement il est ambigu finalement et tellement il a Non, des sens vous ne différents. pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ce qu'il faut faire par rapport à une tradition, vous ne pouvez pas enlever à une civilisation, à une religion, la terminologie qui la fonde. Par contre, vous pouvez demander à ses acteurs et à ses membres d'en clarifier le sens. Et c'est au nom même de cette compréhension du djihad que je peux me positionner par rapport à ceux qui vont tuer. Mais cette Et en bataille-là, l'occurrence- vous ne pensez pas, c'est très important la bataille sur les mots, et cette bataille-là, vous ne pensez pas qu'elle est complètement perdue? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde comprend djihad comme soulèvement violent, y compris par les armes du terrorisme contre l'Occident, contre les mécréants, contre les convertis qui ont trahi la religion musulmane, contre les juifs, contre les chrétiens, contre les athées, contre ceux qui profanent Mahomet, etc. Non, tout le monde le comprend comme ceci à la lumière de la couverture médiatique. Mais dans le monde majoritairement musulman, on ne comprend pas ces termes de cette façon-là. Et il faut, que vous soyez à l'écoute de ce que disent les musulmans. Parce que si vous pensez que les musulmans pensent par les titres de nos journaux, alors là, on est vraiment perdu pour le coup. Il faut vraiment qu'on en vienne à un vrai travail de fond. C'est là où nous avons une responsabilité. C'est-à-dire que vous, en tant que journaliste ou en tant que commentateur, il faut que vous fassiez ce travail avec moi. Il faut que vous fassiez ce travail de nuance terminologique. J'entends bien, mais ce ne sont attendez, pas nous qui avons inventé le fait que des groupes, qu'il s'agisse de l'organisation État islamique, qu'il s'agisse des différentes branches d'Al-Qaïda, appelaient en France à faire le djihad et à tuer des Français. C'est Bien pas sûr. nous qui avons inventé ça. C'est pas des titres qu'on a fabriqués. Vous avez parfaitement raison. Et donc, en l'occurrence, on couvre leurs actions et on fait très très attention dans le fait de ne pas faire d'amalgame entre la façon dont ils utilisent les mots et la façon dont la tradition classique les utilise. On doit faire ce travail-là parce que sinon, si on vous suit votre logique, ils s'appellent comment, eux? Ils s'appellent musulmans. Et donc, si eux, ce sont les musulmans et ils utilisent le terme musulman, on va finir par se dire, il va falloir trouver un autre mot à musulman, puisque eux, ils se revendiquent de l'islam. On peut aller très loin de ce point de vue-là. Donc, nous avons un vrai travail à faire. C'est un travail de réconciliation avec notre terminologie. Et j'aimerais vous dire une chose. En France, en Europe, l'immense majorité de vos concitoyens français de confession musulmane ont une notion du djihad qui est une notion noble, qui est une notion de dignité, qui est une notion spirituelle,
Et c'est à vous aussi de faire en sorte, quand vous couvrez l'actualité de ceux qui tuent, de donner la place à la majorité silencieuse que l'on n'entend plus. Alors, c'est votre aussi de responsabilité. Qu'est-ce qu'on emploie comme mot alors pour parler des attentats ou pour parler de ce qui se passe en Syrie, pour parler de ceux qui sont égorgés, exécutés là-bas? Les jeunes Français qui partent, on ne dit pas qu'ils doivent partir faire le djihad en Syrie? Enfin, eux disent ça. Mais eux disent ça. Eux, c'est le terme qu'ils emploient. Voilà, non, mais moi, ce que Donc je suis nous, on ne le dit pas. Non, vous le dites. On ne doit pas le dire. Non, j'ai pas dit ça. Non, je pose la question. Je dis, vous utilisez les termes qu'ils emploient en précisant qu'il s'agit de leur compréhension et qu'il y a une autre compréhension à ces termes-là. En d'autres termes, si j'utilise un terme et que j'en dévoie le sens, vous, dans votre ordre de pensée, si je le fais en français par exemple, vous allez dire entre deux virgules, selon sa compréhension ou selon sa définition. De français à français, vous le faites, mais vous en perdez la nuance terminologique quand il s'agit de l'arabe au français, parce que ce saut entre la langue vous permet de laisser entendre que votre façon de le traduire en français, c'est le sens arabe. Non, il faut faire avec... bien qu'on peut faire ça dans une émission sur temps long, comme on le fait ici, mais qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'on fait un flash d'information, dire et qu'ils partent le djihad selon leur conception qui n'est pas celle de la majorité des musulmans. C'est juste impossible. On est bien d'accord que parfois, on doit couvrir les événements tragiques. Et là, on va résumer les choses de cette façon-là. Mais monsieur, la situation, elle est trop grave pour penser qu'on va résoudre nos problèmes uniquement par les formulations des informations. Mais alors comment il faut aujourd'hui que ces émissions que nous avons là, ce qu'on est en train de faire ici, c'est capital. Ce qu'on est en train de faire là, de faire comprendre à nos auditeurs qu'il y a une profondeur terminologique, que l'islam est aussi complexe que le christianisme ou que le judaïsme, qu'on n'y entre pas en prenant deux mots ici et là et on construit l'univers de l'autre. Non, je suis aussi complexe que vous dans la terminologie. Et dès qu'on a compris ceci, on a compris une chose, c'est qu'on a une humilité intellectuelle par rapport à son objet. Il faudrait commencer par une humilité intellectuelle par rapport à son objet. Ça nous ferait du bien à tous. Alors justement, quels sont les mots que vous employez pour qualifier, par exemple, les 3 terroristes qui sont intervenus la semaine dernière à Paris? Moi, je peux parler de terrorisme, je peux parler d'extrémisme violent. Vous savez, j'étais dans la commission de Blair qui a duré 1 mois et demi juste après les événements de Londres et on a eu des discussions. Ils ont évité de parler de radicalisation parce que c'est un terme polysémique. Ils ont parlé et on a terminé par l'extrémisme violent, c'est-à-dire une notion d'extrémisme dans l'acte et de violence dans sa traduction. Et je trouve que parfois les périphrases ou parfois les formulations permettent d'avoir un meilleur sens de cela. Et quand on parle, par exemple, de salafisme, djihadisme, on va avoir toute la compréhension. Donc, il faut s'armer de cette terminologie pour faire attention. Vous savez, la confusion commence dans la confusion terminologique. Et si on ne le fait pas, on va mais les expressions que vous proposez ne contiennent pas le terme musulman. Il y a eu un vrai débat ces jours-ci en France là-dessus. Vous avez eu Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui disait qu'il ne voulait pas employer le terme islamiste parce que ça renvoyait indirectement à l'islam et que ça produisait des effets négatifs et qu'il fallait donc juste parler de terroristes. Et puis vous avez vu des gens qui disent ça y est, on continue dans la dénégation, dans le déni du réel. Et puis vous avez eu Manuel Valls qui a fait un discours à l'Assemblée nationale mardi, ovationné par l'ensemble de l'Assemblée, dans lequel lui, il a employé les termes islamiste radical, fondamentaliste, islamiste, etc. Alors là-dessus, on ne doit pas avoir ni islamiste, ni extrémiste musulman. Il faut cacher ces mots-là, alors que c'est quand même la vérité aussi. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je ne vous fais rien dire, je pose une question. D'accord. Je vais essayer d'être clair entre deux positions. Je ne suis pas la position de Valls et je ne suis pas la position de Fabius. Je pense qu'il y a une voie médiane. Et la voie médiane, c'est de pouvoir utiliser le terme de musulman, extrémiste violent. Parce qu'il y a cette notion de la référence à l'islam, parce qu'ils s'en revendiquent. On ne va quand même pas nier le fait qu'eux se revendiquent de l'islam. Voilà. Et je vais même ni qu'il soit violent, ni qu'il soit extrémiste. Exactement. Donc je pense qu'à partir d'un certain moment... Est-ce qu'on peut ajouter barbare, par exemple? Ou salopard? Si vous voulez, oui. Mais est-ce que vous utiliseriez ces termes-là? Moi, pour n'importe quelle personne sur la Terre, je n'utilise pas barbare ou salopard. J'ai un peu plus de pondération dans la formulation, mais de vous dire que je pourrais le... Simplement, Derek Ramadan, simplement, qui le représente? Non, là c'est pas sympa. Qui le représente l'islam? Qui le représente l'islam et qui le trahit pour vous?
Ça, c'est une excellente question parce que je pense qu'il faut... Vous savez, j'ai écrit un livre qui, malheureusement, j'ai un grand problème avec mes interlocuteurs en France, c'est que souvent, on me reprend sur des émissions comme celle-ci, mais on ne lit pas mes livres. J'ai un livre que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelle « La réforme radicale ». Et dans ce livre-là, je fais une étude de fond sur nos problèmes. La réforme radicale, c'est un processus de relecture de nos textes. Nous avons une grave crise de l'autorité en islam. Pas simplement chez les sunnites, mais chez les sunnites et les chiites. Parce que ce qui a été une diversité qui aurait pu donner une richesse est devenu une cacophonie et une division. On ne sait pas qui parle pour les musulmans aujourd'hui. Oui, l'islam est en guerre intérieure, c'est ça? Non, c'est pas. Non, ça c'est aussi une formulation que j'avais entendue en disant non, c'est plus complexe que ça. Et parce qu'il y avait une autorité. Il y a eu une autorité? Non. Alors attendez, pardon, ça c'est un vrai débat. L'islam de France, son organisation, son non, je parle pas autorité. de la On marque France, une pause et on En revient général. tout de suite avec Tarek Pas uniquement, Ramadan, pas uniquement. invité du Club de la Presse d'Europe 1. Et avec l'islamologue, le philosophe suisse Tarek Ramadan, qui vient de signer de l'islam et des musulmans et qui est l'invité du Club de la Presse face à Arlette Chabot, Michel Cotta et Olivier Duhamel. Tarek Ramadan, une partie importante des Français, vous avez découvert la première fois lors d'une célèbre émission de télévision qui avait fait beaucoup de bruit, c'était sur France 2, vous étiez face à Nicolas Sarkozy et il y avait eu cet échange assez spectaculaire entre le futur candidat à la présidence et vous sur la question du moratoire sur la lapidation des femmes adultères. Vous avez dit que vous étiez pour un moratoire et Sarkozy vous avez dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moratoire, c'est arrêter provisoirement. Donc vous avez dit on arrête seulement provisoirement et ensuite on reprend la lapidation des femmes adultères. Je pense que tout le monde s'en souvient. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous en gardez un très mauvais souvenir? Et la deuxième, vous en êtes où sur cette question? Permettez-moi encore, je suis désolé, j'ai vraiment, encore une fois, hein, on dit souvent que c'est ma façon de parler qui est problématique. Parfois, c'est la façon de m'écouter et de m'entendre. J'ai jamais dit ce que vous avez dit dans la deuxième partie. Je n'ai jamais dit on arrête et on reprend. Au contraire. Non, c'est Sarkozy qui vous avait dit ça. Vous aviez évoqué le mot moratoire de la lapidation des femmes adultères et Sarkozy l'avait traduit par cette phrase. Vous voulez donc qu'on arrête avant de reprendre. Voilà. Et en fait... c'est pas du tout ça que veut dire un moratoire. Aux États-Unis, Amnesty International, dans sa stratégie par rapport à la peine de mort, utilise le concept et la stratégie du moratoire, c'est-à-dire c'est une étape dans laquelle on ouvre le débat parce qu'on sait que si on va directement sur l'abolition, c'est perdu d'avance. Et donc, en l'occurrence, j'avais dit ma position, que moi j'étais contre, mais que ma position, elle... Et j'avais expliqué, en l'occurrence, mais... il a été particulièrement habile. Il a été habile pour gagner apparemment la victoire du moment, mais je l'ai remercié d'avoir été mon agent de presse pour tout le reste. Parce qu'il m'a permis d'avoir un impact particulièrement important dans le monde majoritairement musulman. Pourquoi? Parce que ma position, elle est la suivante. Ma position, elle est qu'on ne peut pas ne pas considérer qu'il y a des textes. Et en particulier, en l'occurrence, ça n'avait rien à voir avec les femmes adultères, parce que la question de la lapidation, c'est pour les hommes et pour les femmes en islam. Il n'y a pas de femmes adultères et ce n'est pas spécifié. Mais moi, je parlais de tout ça. Je parlais du moratoire sur la peine de mort, du moratoire sur la lapidation et du moratoire sur les châtiments corporels. Et en l'occurrence, dans ma position, c'était de dire aux musulmans, et regardez la position comme elle est beaucoup plus forte que simplement de faire plaisir aux Français. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux Français, je suis là pour faire avancer la pensée musulmane de l'intérieur aussi. C'est dire maintenant on arrête tout. Moi, je ne veux plus que votre gouvernement fasse silence quand Sarkozy part en... On ne peut pas en tant que musulman être contre la peine de mort. Le Conseil du droit musulman américain a pris une position récemment de soutien au moratoire sur la peine de mort, au moratoire technique sur la peine de mort. Donc je fais avancer les choses. Moi, je ne suis pas là pour gagner des élections, je suis là pour faire évoluer. Vous allez travailler avec qui? Vous allez réfléchir avec qui pour relire ce Coran, comme vous dites dans votre livre, le contextualiser, donc le relire, le mettre en conformité avec les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Qui va le faire? Je vous posais la question tout à l'heure, il y avait des autorités autrefois dans l'imam? Dans l'islam sunnite, il y en a eu, il n'y en a plus. Qui décide, qui parle, qui est capable de faire ce travail? Vous avez raison. Ce que je disais, c'est que nous sommes en crise. Et dans l'histoire, il ne faut pas idéaliser le passé. Il y a toujours eu des divisions dans les traditions musulmanes, sunnites comme chiites. Ce qui était dans le passé une réalité aussi, c'est que cette diversité était parfois mieux gérée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une division. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est tout le travail d'institutionnaliser le débat interne. C'est de cesser la foire d'empoigne. Moi, ce qui m'intéresserait en France, plutôt que d'aller discuter avec les ambassades algériennes, marocaines, tunisiennes, turques et saoudiennes, comme on le fait encore aujourd'hui, après 4 générations,
et qu'on continue à dire de ces Français qu'ils sont d'origine immigrée, donc on parle à leurs ambassades, eh bien qu'aujourd'hui, on développe des institutions où la formation des imams, elle se fasse ici. Et qu'on développe 4 indépendances. Indépendance financière, indépendance politique, indépendance intellectuelle, indépendance religieuse. C'est de ça dont je parle aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, avec qui je parle, eh bien, depuis toutes ces années, je fais en sorte d'être en contact avec des savants musulmans dans le monde majoritairement musulman, dans le monde asiatique, dans le monde africain. Je fais un travail d'institution qui est de travail de relecture. 11 domaines. Le domaine de l'éducation, le domaine de l'environnement, le domaine de la médecine, le domaine de la politique, le domaine de l'art, pour qu'on fasse ce travail-là. Donc, c'est un travail qui n'est pas à présenter en 5 minutes devant M. Sarkozy. C'est un travail à présenter sur des générations. Je travaille sur le temps long. Il doit y avoir un islam de France, pour l'instant, il n'est pas là. C'est-à-dire que le Conseil français du culte musulman, il est tenu, dirigé, inspiré par les Marocains, les Algériens. Est-ce que vous soutenez la proposition de Malek Chebel, qui est une autorité démocratique élue, un peu sur le modèle du CRIF, pour qu'elle soit légitime? Le CRIF, c'est plutôt un organe politique. C'est le consistoire qui serait plutôt la référence religieuse par rapport à la tradition juive. Mais donc, en l'occurrence... Attendez, quand Sarkozy a commencé à suivre Chevènement dans l'idée du CFCM, j'avais pris position en disant il ne peut y avoir de représentation en France que dans un travail de démocratique et d'élection par le bas. À quoi Sarkozy avait répondu non. La représentation musulmane n'a pas forcément besoin de démocratie. C'est beau comme réflexion d'un démocrate. En l'occurrence, oui. Je pense qu'il faut que nous ayons aujourd'hui un mouvement qui parte du bas, c'est-à-dire la représentation locale, et qui monte. Dans l'indépendance totale de toutes les ambassades. Nous ne sommes pas prêts en France. Mais ce n'est pas que nous ne sommes pas prêts à cause des ambassades, c'est que nous ne sommes pas prêts à cause des autorités françaises. Les autorités françaises ne font pas suffisamment confiance à leurs citoyens de confession musulmane. C'est ça le problème. Et donc là, il va falloir qu'on change ceci. Il faut qu'on change les termes du débat. Deuxième élément que je voulais mettre en évidence par rapport à ce dont nous parlons, moi je vais même plus loin que l'islam de France. Moi, je parle d'islam français en disant une chose. Il y a un islam du point de vue des principes universels et puis français du point de vue de la culture. Et il faut qu'il le soit. Et ça veut dire que l'institution, il faut qu'elle se passe ici. Il faut qu'on fasse confiance à nos citoyens ici. Mais ça, je dis ceci depuis 30 ans, sans doute. Et j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Parce que on me dit, mais comment ça se fait? Vous avez un discours. Les musulmans, ceux dont vous parlez, qui sont sur Facebook, on dit on a un double discours. Moi, j'aimerais savoir où il est ce double discours. Je parle où entre deux posts sur Facebook. C'est partout. Tout ce que je dis est partout visible aujourd'hui. Et ce discours, il est le même. Mais il se base sur une chose par rapport à la représentation. C'est qu'il faut aujourd'hui que nous entrions dans une vraie réflexion qui parte du principe que ce sont les citoyens français qui vont construire cet islam-là. Mais j'aimerais vous dire une autre chose. Qui les forme aussi, les imams français? Ils doivent être français. Ils doivent prêcher en français. Non, est-ce que vous considérez qu'ils sont assez formés? Tous ne sont pas formés, mais vous avez beaucoup de gens qui sont très formés. Mais il faut les former en France. Il faut les former en France, en langue française. Ils doivent prêcher en français. Bien sûr, bien mais entendu. Mais vous savez, j'ai l'impression. Je veux dire, qui paye la formation? Parce qu'on est dans un pays, on va dire, qui paye la formation? Non, mais vous savez, je vais vous dire une chose. La capacité à générer des ressources financières de la communauté musulmane en France est énorme. Mais je vais vous dire une chose, quand vous venez vers un maire avec de l'argent qui vient de la communauté religieuse, vous avez 10 fois moins la possibilité de construire un lieu de culte que quand vous venez avec l'argent séoudien. Où est la faute? Pourquoi? Parce qu'en fait, les Séoudiens ont le contrôle du discours avec lequel, finalement, on est assez d'accord, tant qu'ils donnent l'argent. Mais vous ne pouvez pas demander. Mais oui, c'est ça le problème. Enfin, vous pouvez pas. Ce que prêchent certains, on n'est pas franchement d'accord avec eux, avec l'islam qu'ils prêchent. Oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec leur argent, on n'est pas forcément d'accord avec leur idée. Alors on sacrifie les idées pour gagner leur argent. Voilà ce qui est en train de se passer concrètement en France aujourd'hui. Et donc, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous changiez peut-être de lunettes sur 2 points. Le premier point, c'est que quand vous dites où il est cet islam de France, eh bien, je vais vous dire une chose. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur le terrain
et je parle de révolution silencieuse. Il y a des femmes et des hommes aujourd'hui qui sont complètement français, qui se sentent français, qui ont le sens de l'appartenance et qui ont vraiment développé un discours qui, il y a 30 ans, était difficile sur la question de la citoyenneté, sur la question de l'identité, sur la question de la langue française. Il y a des mosquées, énormément de mosquées où les prêches sont en français, où des formations sont faites pendant le week-end en français. Moi, quand je commençais au début des années 90 à parler en français, je suivais un mouvement, on était au début, et bien maintenant c'est la norme. Cet islam français, il est sous vos yeux. Encore faut-il le voir tel qu'il est. Pas avec les fantasmes de cet islam de l'immigration, mais de l'islam français. Je pense que ça, c'est une démarche que j'aimerais bien voir développée par un certain nombre de journalistes aussi. Dimanche, Tarek Ramadan, il y avait donc ces centaines de milliers de personnes dans les rues en France. Certains, beaucoup portaient ce panneau « Je suis Charlie ». Vous nous avez dit, on l'a bien entendu, moi je ne suis pas Charlie. Il y avait aussi des gens qui portaient « Je suis flic »,« Je suis juif »,« Je suis musulman ». Puis il y avait des gens qui portaient les 4 à la fois, qui disaient « Je suis Charlie, flic, juif et musulman ». Ouais, et français. Vous auriez pu porter une de ces pancartes-là, vous ? Je suis musulman, oui, on l'entend bien. Mais est-ce que vous auriez pu porter « Je suis juif et musulman et flic » ? C'est-à-dire, je me sens solidaire de toutes les victimes de J'aurais pu. Vous savez, pour moi, je suis très précis et je fais très attention aux slogans. J'aime pas les slogans qui ne rendent pas ma pensée claire. Donc, si, dans l'idée de soutien à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce peuple qui se lève et qui dit « Nous n'avons pas peur, nous sommes contre le meurtre et pour la liberté d'expression », je peux être tout ça à la fois, et je le suis. Maintenant, je ne veux pas de récupération politique. Je veux vous dire une chose. J'ai exprimé un malaise quand j'ai vu la représentation politique qui était au devant de la marche. Les chefs d'État. Les chefs d'État. Moi, il y a des chefs d'État qui sont d'Asie, du Moyen-Orient ou d'Afrique. Ils auraient mieux fait de ne pas être là. Vous savez, la meilleure marche qu'on aurait pu avoir en France, c'était une marche citoyenne où il n'y a pas de récupération politique. Les récupérations politiques font que je suis plus prudent avec les slogans. Mais comprenez bien l'idée, c'est-à-dire une forte empathie avec le peuple de France, en espérant que le peuple de France ne s'arrête pas à l'unité de l'émotion, mais qu'il trouve l'unité de ses principes et qu'il se réconcilie avec ses principes aussi, parce que parfois on a tendance à les oublier. Merci beaucoup Tarek Ramadan, l'islamologue, philosophe suisse et auteur de L'Islam et des musulmans qui vient de sortir aux presses du Châtelet. Était l'invité du Club de la Presse face à Arlette Chabot, Michel Cotta et Olivier Duhamel. Dans quelques minutes, Frédéric Tadei sera au Bonsoir.